Bonjour, bonsoir les bogey players et bienvenue dans l'épisode 2 du 19e trou. Le 19e trou, l'épisode où vous allez savoir toute l'actualité du monde du golf et de la petite balle blanche de ce week-end. Pierre, comment s'est passé ton week-end? J'ai passé un très très bon week-end. Je jouais à Bondu, les internationaux de France 1000 amateurs, que j'ai gagné. Donc, on peut pas espérer mieux d'un week-end de golf en compète. J'ai un petit peu trop fêté ça le dimanche, mais on est là et prêt pour ce deuxième épisode du 19e trou. Ouais, c'était un super week-end et encore félicitations Pierre, quelle performance. Qu'est-ce qu'on a un petit peu au menu du jour Pierre cette semaine? Il y a eu beaucoup de golf, en tout cas chez les pros. Il y a eu l'European Tour, il y a eu du PGA Tour, il y a eu du Live, il y a eu l'Open de France féminin à Deauville. Donc vraiment plein de choses et plein de sujets dont on peut parler aujourd'hui. Ouais, et ben super, je te propose qu'on y aille tout de suite. Allez, on commence. Allez, c'est parti. Alors passons sur l'Italian Open qui s'est déroulé le week-end dernier à Rome. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, nous avons parlé avec Romain pour notre premier épisode dans le salon, où vraiment on a pu discuter avec Romain, l'interviewer un petit peu, parler de sa vie de professionnelle, sa carrière amateur et plein d'autres sujets. Donc si vous ne l'avez pas vu, allez retourner sur YouTube ou sur Spotify, l'épisode est disponible. Vraiment une super interview, on était trop content d'avoir Romain. Et donc pour lancer cet Italian Open, dont le parcours était vraiment superbe, apparemment. Romain nous l'avait déjà dit le mercredi avant. Mais voilà, on a eu un gros tournoi avec un très beau champ, comme on en avait parlé la semaine dernière. Exactement. Et un finish à suspense. Robert McIntyre qui gagne en playoff face à Matt Fitzpatrick qui a gagné l'US Open cette année, où Robert fait un petit birdie au premier trou de playoff pour l'emporter. Mais vraiment un super tournoi, un super finish et plein de bonnes choses pour la Ryder Cup l'année prochaine qui va se passer sur ce parcours. Bah oui, moi je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire, Pierre. Comme tu as dit, un gros champ de joueurs, pas mal d'Européens qui étaient là aussi pour un peu préparer et voir un petit peu à quoi ressemble, à mon avis, ce parcours pour la prochaine Ryder Cup. On a vu McIlroy, encore très en forme, qui fait encore une bonne performance, qui est pas loin de jouer la gagne encore ce week-end. Une belle performance de Bob McIntyre. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu un petit peu jouer la gagne, mais j'aime beaucoup ce joueur, j'aime beaucoup son style. Ça a l'air d'être un mec très sympa. Et c'est vrai que voilà, encore un week-end à suspense, un peu sur l'European Tour, un playoff, des jeunes joueurs, des potentiels joueurs de l'équipe de Ryder Cup en plus. Donc c'était assez sympa. Même notre Français Victor Pérez, on a même cru à un moment qu'il allait pouvoir un peu se mêler à la gagne. Ouais. Donc c'était vraiment un super week-end. Et apparemment, voilà, un très beau parcours. Du beau jeu, un parcours à birdie, mais en même temps pas trop facile. Moi je trouve qu'il ressemble un peu, par contre, là je suis un peu triste, c'est qu'il ressemble un peu beaucoup à l'Albatros peut-être pour la Ryder Cup. Et donc du coup, bon, à voir, c'est un peu un parcours dans le même style. Après ça nous avait porté chance, hein, donc Exactement. autant en profiter. Mais c'est vrai que voilà, il y a eu des bonnes perfs. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Non, mais déjà, tu parlais de Bob McIntyre qui voilà, avait un petit peu de mal ces derniers mois. Et c'est vrai qu'on le voit dans son interview après avoir gagné, où il dit vraiment qu'il était un peu perdu. Il a dû se retrouver un peu avec les gens proches, famille, coach et tout ça, pour repartir un petit peu sur les bonnes bases. Et là, il fait le gros coup sur le parcours de la Ryder Cup, où il dit clairement qu'en plus, c'est son objectif numéro 1 pour l'année prochaine. Donc vraiment cool de le revoir à ce niveau-là, même si ça faisait quelques semaines qu'il rejouait bien. Après, on avait Matt Fitzpatrick, qui encore a une très bonne saison. Chip, grip inversé, c'est assez incroyable ce qu'il arrive à faire avec ce chipping. Donc vraiment une belle semaine, et comme tu le disais, McIlroy était là, un Français était là. Donc pour vous refaire d'ailleurs le petit classement, donc on a McIntyre à -14 et Fitzpatrick à -14. On a Victor Pérez qui suit à -13, McIlroy 4e, Lucas Herbert, Aaron Rai. On va vous mettre la petite vignette, comme ça vous pouvez voir le top 10. Mais vraiment un beau tournoi avec des beaux scores et des gros scores. Et Victor qui en plus nous fait un gros dernier tour. Peut-être qu'il nous avait attendu pendant l'épisode 1, ou d'ailleurs tu avais parié sur lui, tu avais dit que tu voyais Victor Pérez chez nos Français faire une bonne perf. Comme quoi Pierre est un grand parieur, peut-être qu'il nous a entendu, il a fait une très bonne semaine. Donc c'était vraiment sympa. Il y a eu beaucoup de birdies sur la fin. Vraiment les quatre premiers joueurs de ce classement final se sont plus ou moins mêlés à la gagne sur les 5-6 derniers trous du dernier jour. Exactement. Donc c'était assez intéressant à regarder. Et comme tu disais, McIntyre maintenant il avait un peu de mal.
Il l'a dit aussi, son objectif maintenant c'est de se concentrer à essayer de se qualifier pour la prochaine Ryder Cup. Donc c'est déjà une bonne perf et on sent qu'il s'est remis un peu dans le bon sens. Et franchement j'espère qu'il va y arriver parce que c'est un joueur sympa pour l'équipe Europe qui est capable de jouer très bas et de faire beaucoup de birdies. Donc je pense que c'est vraiment une bonne semaine pour lui, une bonne semaine pour Victor. Donc c'était vraiment très plaisant à regarder ce week-end. Ouais, c'était cool. On peut maintenant, on a parlé un peu de Victor, allons dans le vif du sujet avec nos franchises cette semaine en Italie. Donc on avait 11 joueurs cette semaine, 8 qui font le cut. Dans l'ordre, on a Victor Pérez, donc 3e dont on a parlé, Antoine Rosner 16e et Grégory Avray, Romain Langasque, Mike Lorenzo Vera, Robin Roussel et Julien Brun qui ont fait le cut. Enfin, Julien Ken avait aussi fait le cut mais il a abandonné le 4e tour. Voilà, c'est dommage, surtout qu'il a eu le coup du tournoi parce qu'il a fait un trou en 1 sur un par 3. Donc voilà, un super événement dont on rêve un peu tous dans nos week-ends golfiques. Un petit trou en 1, malgré que la note au bar puisse s'avérer un petit peu salée. Mais c'est vraiment quelque chose dont on rêve. Et donc on avait Victor Dubuisson, Jean-Baptiste Gonnet et Benjamin Hébert qui ratent le cut. Mais au final, une bonne semaine française où voilà, Victor marque son territoire un petit peu. Ryder Cup l'année prochaine. Je l'avais espéré un petit peu la semaine dernière avec toi pour le premier épisode. Mais ça fait plaisir. On voit qu'il peut bien jouer sur ce parcours. Et voilà, une 3e place sur un champ pareil, c'est une très bonne semaine. Moi je suis un peu plus mitigé quand même si je dois vraiment parler de la performance des Français. On n'a que 2 Français sous le par. Il y avait un champ d'une 15aine de joueurs français, hormis Victor qui finit 3e et Antoine Rosner qui finit 16e sous le par. C'est vrai que tous les autres joueurs sont soit dans le par, soit au-dessus, soit ne passent pas le cut. Donc une bonne semaine, heureusement que Victor a un petit peu été là pour relever le niveau de la délégation française, mais c'est vrai que de manière générale, nos Français n'ont quand même pas été les meilleurs cette semaine de manière générale. Je te vois très exigeant. La semaine dernière, on se dit merde, nos Français ils sont pas en haut. Là, il y en a 2 qui sont bien et Victor qui joue la gagne jusqu'au bout. Et tu vas me chercher un petit peu le. Oui, c'est très bien. Mais écoute, c'est très tu bien. fais bien. Mais s'il n'y avait pas eu Victor, c'était une semaine décevante. On les veut tous dans le top 10. Les 11, on veut dans le top 11. Et voilà. Non, bon, la majorité a passé le cut, c'est vraiment bien. Après, c'est vrai que si tu regardes un petit peu, déjà Grégory Avray, notre 3e Français, à égalité avec Romain, avec Mike, à la 41e place. Bon, on peut pas dire que non plus c'était une semaine rêvée pour nos Français. Non, mais bon, c'est vrai que c'était quand même une belle performance de Victor et heureusement qu'il était là. Cool. Bon. Bah écoute, sinon il y avait d'autres Français. Exactement. On n'a pas mentionné. C'était les Français de l'European Tour. Voilà. Mais il y a eu une vraie razzia français, une attaque française au Portugal sur le Challenge Tour où on a 3 Français tout simplement qui sont en play-off pour la gagne. Avec Pierre Pinault qui remporte le tournoi face à Félix Maury et David Ravetto en play-off. Pierre, je crois, boite un putt 12-13 mètres sur le trou de play-off pour Eagle pour gagner, donc exceptionnel. Et ça le ramène à la 19e place du classement. Donc ça se rapproche de l'European Tour et de la carte potentiellement. Exactement. Et là, tu vois, autant avec l'European Tour, je dis que nos Français ont été pas mal grâce à Victor, autant sur le Challenge Tour, 3 Français en play-off. Là, on peut dire vraiment que nos Français ont vraiment excellé ce week-end-là. 3 Français pour une victoire, c'est quand même magnifique au Portugal. Beaucoup d'autres bonnes performances. Jérôme Lando Casanova et John Bonco qui ont fini 8e, Gary Stahl 12e, Clément Sordet 17e. Savoir que dans le classement actuel, du coup, après cette victoire de Pierre Pinault, on en a 3, si je dis pas de bêtises, qui sont dans le top 20, qui pourraient potentiellement monter sur l'European Tour l'année prochaine. Là, pour moi, les Français sont performants. Sur le Challenge Tour, les Français sont performants et ça fait vraiment plaisir à voir. Mais ça fait très plaisir parce qu'on a envie de voir tous ces, on va dire, pour la plupart plus jeunes Français monter sur le Tour. Clément avait déjà fait une année sur le Tour à l'époque et maintenant là c'est cool de le revoir un petit peu se battre pour sa carte. D'ailleurs, il a fait le choix de se scratcher. De ne pas venir. De ne pas venir à l'Open de France pour se concentrer sur le Challenge Tour où ils seront en Suisse la semaine prochaine parce que voilà, tous les points sont importants maintenant jusqu'à la fin de la saison. Pour avoir sa carte et passer une belle année sur l'European Tour l'année prochaine. Exactement. Il faudrait vérifier parce que je crois que ça s'appelle le Swiss Challenge, mais c'est en France. C'est parce que c'est sponsorisé par Ribbon Suisse. C'est à vérifier, mais je crois que c'est ça. Alors je crois que le nom du golf est à Saint-Apollinaire, à vérifier, mais je pense que c'est quand même... Voilà, on arrive, on n'a pas les infos, on ne sait pas si c'est en Suisse, on ne sait pas si c'est en France. On peut vérifier rapidement. Voilà. On vous le redira dans le prochain segment, on aura le temps de vérifier entre-temps. Exactement.
Bah écoute, c'était pas mal ces Français sur le Challenge Pour les Tour. franchises, On n'a pas encore d'infos sur l'Alps Tour et sur le Pro Golf, mais petit à petit on va commencer à ça argumenter un joue, peu ça plus. joue pas à mon avis. En ce Et moment, ça jouait mais- pas énormément peut-être, mais Et encore une fois, peut-être qu'on dit des conneries. oui, ouais, vous savez, on est des copains qui regardent ce qui se passe à la télé, ça passe pas encore à la télé l'Alps Tour malheureusement, Exactement. donc à voir. Donc voilà, de quoi peut-on parler après? On a dit qu'on allait parler de l'Italian Open, des Français. Passons sur le livre. Ah, le livre. Et une belle saison pour Cameron Smith. Hein. Et Cameron Smith, cette année, il a quelques belles victoires à son palmarès. Hein. Il y a un Players, il y a deux tournois, il y a le British Open, et là, une petite victoire sur son de 4 millions de dollars. Enfin, Ouais. c'est une belle semaine. Il gagne avec 3 coups d'avance. Pour vous faire un petit peu le leaderboard individuel, on a Cam Smith qui finit à -13. Peter Uihlein qui revient bien et qui joue bien cette semaine, qui finit à -10, ex aequo avec Dustin Johnson. On a notre ami Sergio Garcia qui devrait se consacrer au livre et pas venir sur l'European Tour, hein, pour être honnête, surtout pour arrêter et abandonner après un tour, qui finit 4e à -8. Jaco Niemann qui finit 4e ex aequo aussi, du Oosthuizen, Schwartzel, Mickelson, Chase Kopka, Bryson DeChambeau. Un beau top 10, top 10 avec plein de bons joueurs. C'était Un parcours qui un avait bon l'air pas tournoi. mal. J'ai regardé un petit peu un parcours qui avait l'air pas mal, assez challenging, pas si facile. Mhm. Voilà, même s'il y a eu un -13 de Cameron Smith, derrière c'est -10. Donc bon, c'est que sur 3 tours, on le rappelle, mais ça reste quand même un parcours qui s'est à peu près défendu. Puisque je trouve que bon, on a vu des scores un peu plus bas sur le livre, il y a eu pas mal de birdies, mais c'est un parcours qui avait l'air sympa à regarder. Moi j'ai Ouais. regardé un petit peu, bon. Ok, ouais, Cam Smith nous fait un début de 3e tour un petit peu moyen, il finit bien les 9 derniers. DJ justement qui prend un petit coup de mou, 8-9. Enfin, c'était un bon tournoi. Sinon, qu'est-ce que tu as vu d'autres choses intéressantes du livre au-delà Moi j'ai vu surtout l'actualité, on a parlé la semaine dernière des championnats du monde amateur et il y avait le leader de l'équipe d'Espagne, David Puig, qui était étudiant en fac américaine en Arizona. Voilà. Exactement, qui a décidé de passer pro sur le livre directement, donc ça a beaucoup parlé un petit peu sur les réseaux sociaux. C'est le premier joueur hein, finalement à faire ça, c'est-à-dire de passer pro directement sur le livre, de ne pas aller sur les chemins classiques qu'on peut connaître comme le PGA Tour ou l'European Tour. Donc voilà, c'était, je trouve ça sympa, on va voir un petit peu ce qu'il donne, on va voir s'il a eu raison de faire ça aussi. Et de ce que j'ai vu, en fait, il avait déjà joué 2 tournois du livre, à Londres et l'autre à Boston, il me semble, en tant qu'amateur. Donc Greg Norman l'avait clairement dans son viseur, à l'inviter. Là, il passe pro après sa première année en fac. Il va en fait jouer sur le livre, donc lui n'a pas signé de contrat garanti, tiens 40 millions pour toi et tu viens jouer chez nous. Mais voilà, il joue pour les gains. Ce qui est déjà pas mal à son âge. Hein. Et après, maintenant, ça va être intéressant de voir si d'autres très bons joueurs viennent sur le livre. Qu'est-ce qui va se passer avec un joueur comme ça qui pour l'instant n'a pas encore performé. Il a fait 38e ou 39e place. Donc qu'est-ce qui va se passer si un jour on lui dit tiens, allez, on n'a plus besoin de toi dans les 48 joueurs et maintenant il faut que tu ailles jouer ailleurs. Ça c'est un sujet intéressant. Je suis pas sûr qu'ils vont faire ça parce que je crois aussi qu'ils essayent de recruter un jeune amateur américain. Je sais pas exactement lequel, mais je crois qu'il y en a un qui a joué les championnats du monde amateur avec les États-Unis, qui va potentiellement ou qui va recevoir une offre aussi pour intégrer le livre. Donc on sent aussi que le livre essaye un petit peu d'attirer les stars, mais d'attirer aussi les futures stars. Donc je trouve que c'est un développement qui est pas mal finalement pour ce tour, parce que ça va, il n'y a pas ce chemin classique de passer par le PGA, de devenir une star et de venir sur le livre. Ils essayent aussi directement de récupérer les meilleurs joueurs amateurs. Et moi qui critiquais un petit peu le livre, je trouve que ce développement et ce choix de développement est pas si mal finalement pour ce tour. Et tu vois, moi je suis pas d'accord avec toi. Je pense que ces amateurs qui ont un futur très incertain sont des très bons amateurs, mais on ne sait jamais si ces joueurs vont vraiment percer. Pour moi, c'est un gros risque. Pour David Puig, si ça se passe mal et qu'il se fait un petit peu sortir, où est-ce qu'il va après? On n'en sait rien du tout. Le futur est très incertain avec maintenant ces deux équipes, Live et PGA Tour et European Tour classique. Ça va être intéressant et je pense qu'il aurait très bien pu commencer à aller jouer sur le Corn Ferry ou le PGA Tour et voir un petit peu ce qui se passe. Après, moi je disais plutôt que c'est pour le livre, c'est bien, pas forcément pour David Puig parce que du coup c'est incertain, mais pour le livre, pour le développement du livre, je trouve que c'est pas mal d'arriver à attirer les amateurs. Mais pour les amateurs, c'est vrai que c'est Alors j'ai une question pour toi, est-ce que tu vois pas ça comme un signe de faiblesse
montré par le livre qu'il n'arrive pas à recruter des stars, donc qui va chercher des joueurs amateurs qui n'ont pas de puissance marketing pour le moment, autant que ça fait du bruit quand un joueur amateur arrive. Voilà. Moi je le vois comme un petit montre une faiblesse de recrutement sur les grosses stars qui voudraient. Bah, pour moi, pas vraiment, justement, je le prends plus en mode on a déjà des stars et maintenant l'objectif c'est de devenir pérenne et donc c'est de directement récupérer les amateurs plutôt que de se dire ils sont obligés de passer par le tour classique finalement pour arriver à venir chez nous et pour vraiment être à hauteur du PGA Tour si c'est ce qu'ils veulent faire. Pour moi, avoir directement des amateurs qui vont chez eux, pour moi, c'est au contraire montrer que le livre maintenant devient de plus en plus puissant, au contraire d'être une faiblesse. Pour moi, je le prends comme ça. Hein. Okay. Parce que du coup, ils sont pas en mode on récupère les bons joueurs, on va chercher les meilleurs du PGA Tour, on est capable de récupérer directement nos meilleurs amateurs qui ne sont pas obligés de passer par notre concurrent le PGA Tour. Non, mais ouais, je le prends comme ça. Voilà. Écoute, on va voir comment ça se passe dans les prochaines semaines. Hein. Et bon, qu'est-ce qu'on a vu d'autre aussi Bryson qui prend une corde dans l'œil, qui nous fait une petite simulation, à mon avis. Il en rajoute beaucoup. Je me suis déjà pris une corde dans les yeux, pas forcément au golf. Je ne suis pas à terre pendant 25 minutes non plus, bien qu'il ait eu un petit choc et qu'il se soit pris. Voilà, ça reste une corde. Bon, voilà. Bon. Il en rajoute. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de lui, donc voilà. Il s'est fait un petit peu troller sur Twitter et c'était drôle à voir et plein de bonnes choses là-dessus. Voilà pour le livre. Qu'est-ce qui s'est passé un petit peu sur le PGA Tour, Pierre? Eh ben alors, le Fortinet Championship. Fortinet Championship, eh bien, nous avons eu Max Homa qui garde son titre. Il avait gagné l'année dernière. Il garde son titre d'une manière, c'est un retournement de situation assez incroyable. On vous mettra peut-être les vidéos des quelques coups sur le 18. Mais un dernier tour qui se joue sous la pluie pour des départs qui avaient été avancés plus tôt parce qu'ils savaient que le temps et la météo n'allaient pas être bonnes. Mais un finish assez incroyable. Ouais, assez haletant. Déjà, pour ceux qui, si vous ne l'avez pas vu, Max Homa qui du coup boite un chip. Entrée de green, chip très compliqué, drapeau court, du rough devant, il a très peu de place pour arrêter la balle. On sent même que la balle rentre direct, donc superbe chip, mais quand elle rentre quand même avec beaucoup de vitesse. Derrière, elle n'aurait pas été donnée. Il le dit qu'elle tape plein fagnon et qu'elle s'arrête là, mais elle était forte. Elle était forte. Bon, c'est un petit peu le coup du destin. Ça se joue aussi comme ça, des victoires sur le PGA Tour. Et un peu le scénario où on se dit à chaque fois c'est évident, mais on se dit c'est pas possible, passe pour des pros. Danny Willett qui, lui, de son côté, 3 putts. Il rate 2 fois 1m50. He's not done yet. Not done yet at all. Un pour gagner et un pour partir en playoff. Voilà, on se dit que c'est facile, mais 1m50 normalement, ces pros-là, ils en loupent de temps en temps. 2 d'affilée, on sent quand même que dans sa tête, ça a trotté un peu le chip rentré de Max Homa et on voit vraiment que le golf, c'est encore une fois dans la tête. Ouais, parce que, pour vous refaire un petit peu le scénario, Willett a un coup d'avance départ du 18, il met son drive à droite, Max Homa met plein fairway, Willett va taper un gros coup de bois 3, un peu recentrage, qui va finir à une 60aine du mètre du green. Homa, lui, tape son bois 3 dans le bunker qui est 20-25 mètres avant le green, donc une sortie pas facile. Et de là, Willett, 60 mètres, met 1m50. Et donc là, on se dit, voilà, il s'est quand même bien rapproché de la victoire. D'autant plus que Homa fait une sortie de bunker qui reste courte du green, en dessous du green, donc un chip pas facile. De là, son cadet lui dit, tiens, vas-y, boite le chip, comme ça, tu forces Danny à mettre le putt pour gagner. Et maintenant on connaît la fin. Danny rate ses 2 putts, Max Homa garde le titre et Max maintenant cette semaine il est en President's Cup déjà avec sa première victoire de la saison officielle. Donc voilà. Et pour vous refaire un petit peu les quelques joueurs qu'on a vus aussi dans le leaderboard, on avait Byung-Han qui a fini 4e, Justin Lower qui a fait une dernière journée un petit peu difficile en dernière partie qui finit 4e aussi. Et un Ricky Fowler qui rentre dans le top 10. Sinon, rien d'autre à signaler sur ce petit tournoi du PGA Tour. C'est un tournoi de reprise, surtout qu'il y avait la President's Cup. Bon, ce qui est marrant, c'est que du coup, Max Homa, juste après sa victoire, a pris un jet pour rejoindre à Kuala du coup, son équipe de President's Cup et son capitaine qui l'attendait à 2h du matin
pour du coup le féliciter de sa victoire et l'attendre. Donc on sent que c'était quand même vraiment sympa. On voit que Max Homa enchaîne, hein. Il joue la gagne, il va directement en President's Cup. On va en parler un peu plus tard de la President's Cup, mais voilà, on sent qu'il y a un début de saison un peu chargé aussi pour ces Américains. Exactement. Bon bah c'est tout ce qu'on a pour le PGA Tour. On avait un événement dont il fallait absolument parler, qui s'est passé en France, l'Open de France féminin, qui est un super événement et qui se jouait cette année au Golf de Deauville. Je n'ai jamais joué. Je crois que tu as déjà joué là-bas? J'ai déjà joué là-bas étant petit, ouais. Ok, moi j'ai jamais joué là-bas donc je ne connais pas, mais j'ai vu quelques vidéos où le golf a l'air très. Il y a un beau paysage, il avait l'air d'être bien entretenu pour recevoir ce Ladies Lacoste Open de France. En plus, on avait notre Céline Boutier nationale qui est quand même l'une des 15 meilleurs joueurs dans le monde maintenant, qui venait défendre son titre. Donc on avait vraiment déjà une première star où je crois que j'ai eu des échos comme quoi il y avait beaucoup de monde qui suivait les parties ce week-end. Donc très sympa, on veut que le golf féminin se développe et qu'il y ait de plus en plus de gens qui viennent suivre et de plus de femmes qui y jouent. Donc voilà. Surtout qu'il y a eu un finish à temps finalement aussi pour les Open de France. Il y a eu encore une fois un playoff. Il y a eu beaucoup de playoffs. Il y a eu un playoff entre Inès Lacalèche et l'anglaise Megan McLaren. Donc c'était sympa, hein. Il y a eu beaucoup de birdies. J'entends souvent en tout cas dire que le golf féminin c'est pas pareil, c'est pas la même ambiance, c'est pas le même niveau. Là, très honnêtement, ça part en playoff, il y a eu beaucoup de birdies. L'anglaise, elle a fait 5 birdies sur ses 11 premiers trous. On a beau dire que c'est pas exactement la même chose. 5 birdies sur ses 11 premiers trous, je défie beaucoup d'hommes de le faire. Ah, mais tu défies n'importe quel joueur de le faire, c'est hyper dur. Et elles jouent très très bien au golf. Elles ont souvent des forces différentes, ça tape très très droit, ça putt bien. Vraiment des joueuses de haut niveau. Et là, vraiment, quand ça finit à des moins 10, moins 12 au score final, je ne sais plus exactement le score de la gagne, mais en tout cas, ça fait beaucoup de birdies. La foule était avec quand même notre représentante la plus connue et notre meilleure représentante française, Céline. Malheureusement, une petite journée qui a mal commencé. Elle fait quand même 5 bogeys mais réussit à faire -1 ou dans le par, si je ne me trompe pas. Une carte dans le par avec 5 bogeys. Voilà. Donc une 6e place à -8. Je pense qu'elle était un petit peu déçue, mais voilà, c'est toujours bien de voir Céline revenir en France pour jouer ce tournoi qui, je pense, lui tient à cœur. Puis on a eu une autre française aussi, Anaïs Messonnier. Qui est notre meilleure française de la semaine. Exactement, qui est notre meilleure française de la semaine, qui finit 4e, elle avait fait 3e l'an passé. Donc on sent qu'elle est régulière et qu'elle aime bien jouer en France devant famille et amis, donc c'est bien pour elle. Je crois qu'elle va passer les PQ2 du LPGA Tour aussi. Elle va au quart du LPGA, tu as raison, il me semble. Donc elle va au quart du LPGA, donc c'est bien pour elle. On sent qu'elle travaille depuis quelques années, qu'elle a envie de progresser et là ça commence peut-être un peu à se confirmer pour elle et on lui souhaite vraiment tout le meilleur. Et qu'elle puisse peut-être se qualifier sur le LPGA Tour, une française de plus. Nos françaises, Perrine Delacour, Céline, je pense que j'en oublie une ou deux du LPGA. Ouais. Donc voilà, c'était un petit peu, je sais pas ce que tu en penses Pierre, mais tout ce qui s'est passé cette semaine un petit peu sur le golf masculin, féminin, beaucoup d'informations golfiques, beaucoup d'actualités golfiques, beaucoup de bonnes performances de nos Français et de nos Françaises. Et maintenant, on va un peu passer sur qu'est-ce qu'on a le week-end prochain au menu du jour. Il y a un beau petit menu le week-end prochain. Commençons par celui qui est le plus distant de nous aujourd'hui, avec la President's Cup. Donc certainement l'un des gros événements golfiques tous les 2 ans en tout cas. Mais on a une President's Cup qui est un petit peu tronquée, on va dire, par le livre, où le PGA a interdit les joueurs qui sont maintenant sur les livres de jouer. Donc il nous manque quelques joueurs dans les 2 équipes. Les internationaux sont quand même très très diminués avec les Schwartzel, Oosthuizen et autres qui sont partis. Mais en tout cas, c'est toujours agréable de regarder, même si pour moi, ça va pas être très compétitif cette semaine. Les Américains sont clairement au-dessus. Pour vous refaire les petites équipes si vous le voulez. Pour les Américains, on aura Patrick Cantlay, Justin Thomas, Schauffele, Young, Morikawa, Spieth, Burns, Scheffler, Finau, Horschel, Kisner et Max Homa. Ça, on vous l'avait déjà dit la semaine dernière, mais là, ce qui est vraiment important, c'est l'équipe internationale.
Je te laisse faire le petit roster. On peut faire le roster des internationaux. Donc on a Hideki Matsuyama, Tom Kim, Milo Pereira, Tyler Pendrith, Siwoo Kim, très bon joueur, Christian Bezoidenhout, Sung Jae-im, Corey Connors, Adam Scott, Sébastien Munoz, Cam Davis et Ki H. Lee. Donc bon, vous connaissez peut-être pas tous ces joueurs, ça reste des joueurs qui jouent quand même régulièrement sur le PGA Tour et qui font des bonnes performances, mais comparé à l'équipe mentionnée par Pierre juste avant, des Américains, il y a quand même un vrai décalage. Même s'il manque quelques stars américaines aussi qui sont sur le livre, il y a quand même certaines grosses têtes d'affiche de l'équipe internationale qui sont sur le livre. Et à mon avis, ça va pas être si équilibré que ça. Bah, tu as des leaders internationaux qui sont Matsuyama, Scott, Mito Pereira qui jouent très très bien cette année. Mais c'est vrai que Taylor Pendrith qui joue sur le PGA Tour et qui est un très bon joueur, n'est pas aussi en lumière, ou on ne le voit pas aussi souvent parce que il n'y a certainement pas de victoire sur le PGA Tour. Mais bon, on ne sait jamais. La magie de ces tournois par équipe, on les a vécus avec des Ryder Cup, nous l'Europe était quand même en dessous. Je pense pas autant en dessous que là, mais qui était en dessous de l'équipe américaine sur le papier, mais qui arrive à faire l'exploit. Puis après, bon, même si la President's Cup, ça reste un tournoi qui est connu et qui est assez réputé, bon, c'est quand même pas à hauteur de la Ryder Cup, donc aussi à voir un petit peu comment médiatiquement ce tournoi va se passer. Quand on est à fond dans le golf comme nous, on connaît très bien la President's Cup, mais ça n'a quand même pas la même notoriété que la Ryder Cup. On va dire des golfeurs un peu plus éloignés du monde de ce sport ne connaissent pas forcément la President's Cup et exactement le format. Donc bon, à voir comment ça va se passer. On vous donnera plus d'infos du coup dans notre épisode 3 de 19e trou. Mais voilà, ça va être une bonne semaine et on parlera du résultat. On vous dira un peu si finalement on avait raison ou finalement ça s'est joué jusqu'au dernier trou, jusqu'au dernier putt comme dans certaines Ryder Cup. Qu'est-ce qu'on a aussi un petit peu, Pierre ? À l'événement Français, du week-end et de la semaine pour nous, c'est le Cazoo Open de France qui fait son retour après 3 ans d'absence. Enfin, ça fait 3 ans qu'on n'a pas joué cet Open de France. Exactement. Donc on est très très content. On espère y faire un tour. Mais pour faire la petite intro du Cazoo, nous avons, il me semble, 29 joueurs français. Dont 6 amateurs. 6 amateurs, un amateur Hugo Le Goff, il a 14 ans il me semble, donc vraiment beaucoup de joueurs à suivre, beaucoup de nos meilleurs français à suivre. Ouais. Paul Barjon qui vient de son année du PGA Tour pour jouer l'Open de France, Victor Pérez, on a tous les très bons, les autres têtes d'affiche françaises, exactement. Patrick Reed, Bob McIntyre qui gagne la semaine dernière. Et voilà, ça va se jouer au Golf National ce week à partir de jeudi et on va avoir un super tournoi, on espère du beau temps, des birdies, du beau jeu. Je crois qu'il va faire plutôt beau cette semaine, hormis samedi, il risque d'y avoir un petit peu de pluie. Après bon, pour ceux qui ne connaissent pas, l'Albatros au Golf National, il n'y a pas d'arbres, c'est vraiment un parcours qui est très exposé, donc énormément de vent et c'est souvent la principale difficulté avec des roughs très hauts de ce parcours que nous on a pu connaître en jouant ce parcours, mais que du coup les Français aussi le disent assez régulièrement, l'Albatros n'est pas si simple que ça, loin de là, avec le vent qui peut être vraiment un facteur très important à prendre en compte, ainsi que les roughs qui sont vraiment très épais. Donc à voir aussi comment il sera préparé. Et aussi dans nos amateurs, on aura nos 3 Français qui nous ont représentés au championnat du monde amateur, Tom Vaillant, Martin Couvrat et Julien Save, qui seront aussi là pour essayer de voir un petit peu, après avoir été avec les meilleurs amateurs français, avec les meilleurs amateurs du monde, les meilleurs joueurs sur le tour européen. Et comme l'a dit Pierre, un Patrick Reed, un Bob McIntyre qui vient de gagner, ça va vraiment être un beau tournoi, j'espère, ça va être une belle fête pour la France. Parce que tu vois, pour nos têtes de liste un petit peu de la semaine, on a Patrick Reed, Thomas Pieters, Brandon Stone, Torbjörn Olesen, on a du Bob McIntyre, on a un champ qui est intéressant, pas le plus gros champ, un champ intéressant. Nicolas Kolstart qui est là pour aussi défendre son titre, c'est Nicolas qui avait gagné la dernière édition. Est-ce que toi, tu as des pronostics cette semaine? Ton joueur qui gagne, ton Français qui performe? Avec l'Open de France, c'est souvent très difficile parce que c'est souvent un joueur, j'ai remarqué, qui n'est pas en forme dans sa saison qui remporte l'Open de France. Donc bon, en plus là, il y a un champ qui est sympa, c'est pas le plus gros des champs. Quand l'Open de France était un Rolex Series, on avait quand même beaucoup plus de grandes stars. Là, ça reste des bons joueurs de l'European Tour, mais c'est pas les têtes d'affiche. Moi, on va dire que je vois en français un Français qu'on n'attend pas forcément, tu vois, Pierre. J'attends un Français qu'on voit pas forcément. Et ben je vais dire la même chose que la semaine dernière, Romain Langasque. Parce qu'il nous a dit
La semaine dernière, qui était en forme à l'Italian Open, ça s'est pas passé comme il voulait, mais je le sens bien cette semaine parce que c'est vraiment un parcours qui, pour moi, fit un peu avec ses performances. Il tape fort, il est assez précis. Faut que ça se passe bien sur les greens, je suis d'accord. Mais mon français, je pense que c'est encore une fois Romain Langasque. Après, d'un point de vue international, je vais dire un joueur qu'on n'attend pas. Hein. Jorge Campillo. On n'y attend pas du tout à Jorge Campillo, l'Espagnol. Mais je vais dire que Jorge Campillo, il a souvent fait des bons résultats à l'Open de France, tout le temps dans le top 20. C'est un joueur qui aime bien un peu ce parcours. Monsieur Stats, je vais dire, tu fais Monsieur Stats. Je fais Monsieur Stats. Je te l'avais pas dit, mais je parie sur Jorge Campillo cette semaine. Il me cache ses stats. Et toi, Pierre? Écoute, pour moi, cette semaine, en français, on a Antoine Rosner qui va performer. Il est un peu à la maison, parisien. Il a bien joué la semaine dernière. Il tape très bien la balle, il joue bien en ce moment et là en plus il se bat pour sa place au dernier tournoi où il me semble qu'il est 60e à la Race to Dubai, non, ça s'appelle la Race to Dubai toujours ou pas? Ouais. Ok, la Race to Dubai. J'ai eu un doute. Il vaut mieux savoir le nom. J'ai eu un doute, mais il a besoin encore de quelques bons résultats pour rentrer dans les 50 ou 55 joueurs qui vont à la finale. Donc moi j'ai Antoine Rosner. Et pour un autre vainqueur, joueur international, je vais à contre-cœur, hein, mais Patrick Reed, qui a très bien joué à Wentworth, qui je pense a des comptes à rendre un petit peu à toutes les critiques à son encontre et aux autres joueurs du livre. Je pense que il enchaîne les tournois, il a fait des allers-retours entre les États-Unis et l'Angleterre pour jouer le livre. Puis le BMW, puis revenir au livre. Je pense que il va être là dimanche pour disputer la victoire. Ouais. C'est possible, hein. T'as pas tort. Hein. C'est un petit peu à contre-cœur. Mais j'aimerais pas. Mais malheureusement, c'est un petit peu ce que je vois. Moi, c'est un joueur que semaine, j'aime vraiment pas. Donc voilà, j'aimerais pas le voir en tête d'affiche chez nous. Mais dans les stats et dans tous les faits que tu as montrés, malheureusement, j'ai bien peur que tu aies raison. Mais bon, on verra bien ce qui se passe. Écoute, on a fait un peu le tour, Pierre, je pense. Hein. On a descendu un peu l'ensemble de notre menu de la semaine. Encore un bon épisode bien compact. Nous, ce qu'on peut vous rappeler, c'est déjà, si vous ne l'avez pas vu, l'interview de Romain Langasque qu'on a sorti en début de semaine. Donc si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas. Voir. Du contenu de qualité de la part de Romain. Ouais, il nous fait vraiment une super interview, Romain. Malgré les petits problèmes techniques et choses comme ça, je pense qu'on a réussi à sortir du bon contenu avec Romain qui vraiment nous gâte avec plein de réponses et d'informations hyper importantes sur sa vie, sur sa carrière. Exactement. Et la deuxième chose qu'il ne faut pas oublier, c'est le petit pouce bleu, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Likez nos vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, suivez-nous sur les réseaux sociaux. C'est vraiment comme ça qu'on va voir un petit peu si notre projet et nos podcasts avancent. On essaye de prendre un maximum vos feedbacks, vos retours, positifs ou négatifs. Donc vraiment, abonnez-vous, donnez-nous un petit peu de force pour qu'on puisse continuer à faire ça. On va voir nos prochaines interviews, on va voir nos prochains podcasts sur le 19e trou toutes les semaines. On a encore d'autres sujets aussi qui vont pas tarder à venir. Donc vraiment, abonnez-vous, suivez-nous et faites-nous un maximum de retours. Allez. Et qu'est-ce qu'on a à dire un peu pour finir cette vidéo, Pierre? Et que ça zip. Salut, passez une bonne semaine, ciao.